Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour notre 4e et dernière séquence qui s'intitule « Mourir ». Nous allons aborder de nombreuses notions et réfléchir ensemble aux questions de fin de vie, de dépendance, d'autonomie, à ce qui fonde notre commune humanité, la vulnérabilité. Mais avant de plonger dans les enseignements, j'avais envie d'ouvrir la porte à la philosophie extraordinaire que nous offre le regard des enfants. Nous allons regarder ensemble quelques images du magistral documentaire d'Anne-Dauphine Jullian et les Mistral gagnants, accompagnés ici des lumières d'un pédopsychiatre. C'est un documentaire sur la mort, la maladie, la vie. A tout de suite. Comment les enfants malades trouvent la force de faire tout ce qu'ils nous montrent dans le film. Parce qu'eux-mêmes, ils sont capables de se penser comme enfants et comme personnes, et pas comme enfants malades. Il faut savoir d'abord que l'enfant pense à la mort, et les enfants malades sont confrontés à cette idée-là encore plus tôt que les autres. Et donc c'est vrai qu'il faut être capable de leur répondre, mais il faut laisser toujours une place, je dirais, à la vie, à l'espoir et même au miracle. J'ai pas les yeux de la même couleur. J'en ai un vert et un marron, parce qu'en fait c'est les chignots qui m'ont fait ça à la première tumeur. Quand on est malade, ça n'empêche pas d'être heureux. Je pense que rien n'empêche d'être heureux. Quoi de plus beau comme idée sur le sens de la vie et de l'existence? Oui, je crois qu'on peut être heureux même si on est malade. Et quand un enfant nous le dit, il le pense vraiment. Et c'est une belle leçon. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les S'il y a quelque chose qui va pas, c'est pas grave. C'est la vie. Ces petits-enfants sont des petits philosophes. On a dans ce film un résumé de toute la pensée philosophique sur l'ici et le maintenant, sur la présence à l'autre, sur le rire, sur la mort, sur le sens de la vie. Et les Mistral gagnants. Notre premier enseignement s'intitule « Autonomie et dignité ». Il nous est donné par Laurence Henry. Laurence, elle est d'abord infirmière anesthésiste, puis elle a commencé des études de philosophie jusqu'au doctorat aujourd'hui et commence même un post-doc. Elle enseigne la philo, elle travaille particulièrement les questions liées au handicap, aux soins, à la technique, à l'eugénisme même, et maintenant aussi au management, en particulier des soignants. Laurence, elle va nous faire réfléchir sur le piège de la dignité de posture et nous aider à comprendre le risque qu'il y a à confondre autonomie et dépendance. Laurence Henry. Aujourd'hui, nous connaissons assez bien la dialectique soutenant la demande de légalisation de l'euthanasie, c'est-à-dire celle de l'indignité et plus particulièrement de l'indignité de posture. Je vais reprendre partiellement ce que le philosophe Éric Fiat nous dit de la dignité pour qu'on puisse mieux comprendre. Il distingue plusieurs types de dignité, ce qui permet de noter qu'entre des personnes qui demandent la légalisation de l'euthanasie et d'autres qui défendent le droit à une mort naturelle ou non aidée, dans le sens où on n'irait pas provoquer cette mort, eh bien, il y a une incompréhension majeure sur le sens du mot dignité. Les partisans de l'euthanasie vont nous parler d'une dignité de posture ou d'une dignité relationnelle, quand les soutiens de la mort naturelle parlent d'une dignité ontologique, celle que tout être humain a du seul fait qu'il soit humain, celle aussi dont on nous parle dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'indignité de posture, c'est celle que nous avons probablement tous expérimentée, revoyez dans vos souvenirs, c'est celle du fou, nous dit Éric Fiat, c'est celle aussi de l'étudiant qui rentre éméché d'une soirée, celle de l'homme qui va s'étaler de tout son long dans la rue. Cette indignité, c'est celle de l'humiliation, de la perte de contrôle et de la honte. L'absence de dignité relationnelle, de dignité de posture, est aujourd'hui malheureusement assimilée à l'indignité ontologique. Et nous constatons rapidement que l'une n'est pas l'autre, et inversement. Dans certaines situations, pas uniquement en fin de vie, mais par exemple dans le cadre du handicap, du polyhandicap en particulier, nous pouvons être en présence d'un corps qui sera extrêmement affaibli, amoindri, qui nous paraîtra laid, décharné, sans aucune maîtrise de lui-même. Et on pensera assez rapidement, de manière plus ou moins consciente, que cette personne a perdu sa dignité ontologique. Cette dignité qui est liée à l'homme comme liée à sa chair. Or,
dans un cas comme celui que nous venons d'évoquer, la chair lâche l'homme et la mort apparaît comme nettement préférable, comme seule solution acceptable au regard de la situation. On avait tout d'abord, on l'a vu, une méprise par rapport au sens du mot dignité, et maintenant nous avons aussi une nouvelle erreur sur la chronologie entre l'apparition de l'être humain, sa naissance et sa dignité. C'est le fait d'être humain, d'être un humain, qui fait que l'on est digne, en fait, qui est la cause de cette dignité. Et ça n'est pas le fait d'être digne qui va fonder notre humanité, qui est la cause de l'humanité. Parce que je suis un homme, une femme, alors je suis digne, et non pas parce que je suis digne, parce que je serai reconnue comme digne, alors je fais partie de cette humanité. Aujourd'hui, nous avons une autre accroche par rapport à la demande de légalisation de l'euthanasie, qui est parallèle avec celle de la dignité, c'est celle de l'autonomie. Nous allons donc nous pencher sur ce mot et sur le sens qu'il revêt, également sur la manière dont cette autonomie pourrait être évaluée, et puis surtout, nous nous demanderons si la perte de cette autonomie est un argument valable pour déterminer la fin de la dignité d'un être humain. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'autonomie, on pense bien souvent indépendance. Et lorsqu'on pense dépendance, on pense perte d'autonomie. Si je suis autonome, cela veut dire que je suis indépendant. C'est aller un petit peu vite en besogne, parce que bien que les deux termes soient proches, ils ne revêtent pas les mêmes réalités et ils n'impliquent pas les mêmes choses non plus. Si nous regardons tout d'abord l'indépendance et que l'on regarde la définition dans un dictionnaire, on nous dira que c'est la possibilité d'accomplir des actes seuls. Par exemple, faire sa toilette seul, s'habiller seul, aller faire ses courses seul. Quand on regarde également des sites internet qui sont orientés vers la prise en charge des personnes âgées, on va nous définir la perte d'autonomie de la manière suivante. C'est l'incapacité pour une personne d'effectuer par elle-même certains actes de la vie courante. Elle est parfois appelée dépendance. Alors on a ici une définition qui est extrêmement intéressante puisqu'elle nous dit que dépendance et perte d'autonomie sont exactement les mêmes choses, qu'elles revêtent les mêmes réalités. Pourtant, on va trouver d'autres définitions aussi par rapport à l'autonomie, à la perte d'autonomie plus exactement, qui nous parlent de l'incapacité d'exercer notre jugement. Les deux notions, là, n'ont alors plus rien à voir, mais l'assimilation de la perte d'autonomie à la dépendance, encore une fois, se fait trop rapidement dans nos esprits. On va les fondre l'une dans l'autre et on comprend bien qu'il est ici question de dignité de posture, non pas de dignité ontologique, bien sûr. La dignité de posture, rappelons-nous, c'est le contrôle de soi-même, le contrôle de notre corps. Et donc, la perte d'autonomie, lorsqu'elle est assimilée à la dépendance, et donc à l'indignité de posture, c'est l'absence de contrôle de soi-même. Voyons maintenant ce qui va lier ensemble l'autonomie et l'indépendance, et la perte d'autonomie et la dépendance. Et nous allons commencer avec la dépendance, c'est-à-dire le contraire de l'indépendance, on enfonce des portes ouvertes, mais elle est exactement, là aussi quand on regarde un dictionnaire, on nous dit que c'est la dégradation des capacités physiques. Donc bien la difficulté à effectuer des actes quotidiens. Aucun rapport a priori avec une incapacité à exercer un jugement. En réalité, ça n'est pas si sûr, parce que pour que certains actes soient posés, il faut qu'il y ait une décision avant. Et c'est ici que l'autonomie va venir prendre sa place. Nous pourrions alors commencer à définir l'autonomie en disant qu'elle est un acte de la volonté qui est elle-même la capacité à agir conformément à certaines lois. Elle a un lien très fort avec le devoir, mais aussi avec la liberté. Pour Kant, le philosophe de l'autonomie est donc une histoire de discernement, de décision, un travail intérieur, une histoire de devoir, et non d'aptitude physique à réaliser tel ou tel geste. Je suis autonome si je suis capable de prendre une décision pour moi-même. Il nous dit ceci. L'essentiel n'est point dans les actions que l'on voit, mais dans les principes intérieurs des actions que l'on ne voit pas. L'essentiel est donc ce qui se passe dans mon esprit, mais pas dans ce que les autres pourront constater extérieurement, dans ma capacité à réaliser tel ou tel geste. L'autonomie, c'est l'autonomie de la volonté, donc en tant que volonté de me conformer à une loi que je me donne à moi-même, de façon qu'elle puisse aussi avoir une valeur d'universalité. C'est-à-dire que n'importe qui puisse obéir à cette loi. Cette loi doit être valable en tout temps, en toutes circonstances, aussi bien pour moi que pour l'autre. L'autonomie kantienne peut nous sembler un petit peu loin de notre propos, mais le fait de pouvoir choisir, de décider seul si j'irai me promener, si je lirai un bon livre et surtout quel livre je vais lire, tout en me conformant à ce qui me semble bon, tout cela est bien en lien avec l'autonomie. Être autonome demande alors de la réflexion, de l'anticipation, du discernement, pour savoir quelles sont les options générales que nous allons prendre.
et quels sont les moyens que nous mettrons en place pour y parvenir. Aujourd'hui, l'homme dépendant ne semble pas capable de cela, nous dit-on. Pour résumer par rapport à ce point, nous pourrions dire qu'un homme est donc autonome lorsqu'il est capable de se donner une loi morale à laquelle il choisit d'obéir librement, de suivre en toutes circonstances, quel que soit encore une fois le lieu et le temps, et dans laquelle tous seront aussi bien traités que sa propre personne. Kant nous donne ici une idée très élevée de la morale où l'homme est pleinement responsable puisqu'il est l'origine lui-même de cette loi. Ceci est l'autonomie. Prenons maintenant le cas de Jeanne. Jeanne, vous l'avez sûrement tous croisée dans la rue. Elle a de beaux cheveux blancs, des rides sinueuses et on a peur quand on la croise de la faire tomber. Elle est toute fragile. Aujourd'hui, Jeanne est en chemin pour aller voir une de ses amies qui a à peu près le même âge qu'elle. À son âge, les choses se préparent un peu. Ce n'est pas une décision qui implique sa vie, mais elle choisit cela parce qu'elle a à cœur de partager ses temps avec ses amis, de se soucier de ce qu'elles vivent, de prendre soin d'elles. Il y a donc bien un engagement moral de la part de Jeanne ici. Pour Jeanne, ici, c'est exercer son autonomie. Mais pour qu'elle puisse la mettre en acte, évidemment, il va falloir qu'elle envisage les différents moyens de transport. On imagine assez mal Jeanne sur une trottinette électrique. Ça ne veut pas dire qu'elle est dépendante, ça veut dire simplement que son âge aujourd'hui ne lui permet pas de prendre une trottinette électrique. Quoique, peut-être qu'elle pourrait. Dans quelque temps, ce sera peut-être plus compliqué de pouvoir sortir seule. Il faudra qu'elle appelle son neveu, que le neveu puisse caser cela dans son emploi du temps, qu'il accompagne Jeanne, qu'il la raccompagne. Cela va donc diminuer un petit peu l'indépendance de Jeanne, mais cela ne touchera pas à son autonomie, au fait qu'elle ait bien décidé d'aller voir une de ses amies. C'est même son autonomie qui lui permettra de trouver les moyens de s'adapter à cette nouvelle situation. Ainsi, elle sera autonome en tant qu'elle décidera qu'elle aura la volonté de continuer ses visites et elle sera partiellement dépendante, ayant besoin de son neveu pour sortir. Son autonomie sera peut-être contrainte dans quelque temps, peut-être freinée, mais elle existera toujours. Et peut-être qu'un jour, un peu plus lointain encore, celle-ci sera difficilement discernable, quantifiable. Pourtant, Jeanne restera toujours Jeanne avec toute sa dignité. Jeanne a bien sûr un peu d'expérience de la vie et elle fait ce raisonnement intérieur assez rapidement, mais cette autonomie n'est pas livrée avec le bébé lorsqu'il sort du ventre de sa mère. C'est une possibilité que l'homme a entre les mains et dont il doit se saisir au risque de perdre sa liberté. L'autonomie va s'acquérir petit à petit. D'ailleurs, on dit bien d'un enfant qu'il gagne en autonomie. Il va exercer son jugement, il va le muscler, il va s'entraîner. Il va prendre petit à petit des décisions pour lui-même, comme choisir ses vêtements, ou discerner entre deux options, ranger sa chambre, ou continuer à jouer malgré l'injonction parentale, pour arriver à ses 18 ans en étant capable d'être presque pleinement responsable de ses actes. C'est avec le temps que cette autonomie grandira, qu'elle s'affirmera, qu'elle se construira. Elle ne sera jamais parfaite et ce travail sera toujours nécessaire une fois devenue adulte. Notre autonomie va naviguer en permanence en eau trouble, le plus souvent parce que bien des choses nous empêchent d'être autonomes. Dans nos sociétés, il paraît très embêtant de ne pas être parfaitement autonome parce que cela demande d'accepter de se laisser conduire, de se laisser guider, de ne pas être dans le contrôle permanent et parfait de tous les aspects de notre vie. Lorsque je ne me contrôle plus, lorsque je ne contrôle plus mes gestes ou simplement lorsque j'ai besoin d'aide, il semblerait que je ne sois plus autonome et donc que je ne contrôle plus ma vie comme je le devrais. Ce devrait est une véritable injonction sociale aujourd'hui. Ce contrôle est de l'ordre du devoir. À partir du moment où je perds cette autonomie prétendument parfaite, je perdrai également une partie de ma place dans la société. Cette place dans la société me permettrait de pouvoir agir le plus librement possible, mais uniquement en tant qu'individu. Cela veut dire qu'on ne me reconnaît pas tout à fait comme personne, comme un être de relation, et qu'on ne reconnaît pas la nécessité, le caractère indispensable de la présence des autres à mon côté. Cette présence semble aller contre l'autonomie, semble la briser. Ainsi, la présence du neveu de Jeanne serait le marqueur de l'apparition de son indignité, et donc la perte de la valeur de la vie de Jeanne, puisqu'elle a besoin de cette aide. Nous avons ici une nouvelle conception de l'autonomie qui nous renvoie à un fonctionnement de l'humain uniquement perçu comme un individu, comme celui qui n'a de relation avec personne, où l'autre est utilisé uniquement comme un outil que l'on rangerait après avoir utilisé. Ce qui nous exclut définitivement de l'autonomie kantienne, dans laquelle l'humanité est toujours traitée comme une fin et jamais seulement comme un moyen. S'il est certain que nous ne naissons pas avec la pleine possession de l'autonomie, c'est qu'elle va arriver à un moment ou à un autre, si on y travaille évidemment.
Et il n'est pas impossible qu'elle disparaisse un jour, partiellement ou totalement, mais sans réel moyen de s'en assurer puisqu'elle est avant tout intérieure. Alors, à partir de quand peut-on considérer que l'autonomie est effective ? À partir de quand l'être humain est suffisamment digne pour être admis dans la communauté des personnes ? Le moment de l'acquisition de l'autonomie est difficilement datable, d'autant que cette autonomie est assez fluctuante. En effet, qui d'entre nous peut dire que chacune de nos décisions relève exclusivement de notre autonomie ? Si ce matin, vous êtes passé devant une boulangerie d'où sortait une odeur de croissant et de brioche, que vous êtes entré dedans et que vous avez acheté le croissant ou la brioche, eh bien, vous avez été plutôt guidé par votre estomac et votre gourmandise plutôt que par votre autonomie. Lorsqu'on est soumis à une addiction, on n'est pas plus libre non plus. On n'est pas obligé de penser addiction à des drogues dures, mais simplement notre téléphone, le chocolat, les divers rituels qui jalonnent notre vie. Tout cela vient contrecarrer notre autonomie, l'autonomie de notre volonté, puisque notre volonté, qui n'est plus totalement une volonté ici, est guidée par autre chose que nous-mêmes, par l'envie d'un moment, par l'urgence d'une situation, par des émotions. Nous avons donc une autonomie fluctuante liée à l'indépendance, parce que les capacités physiques permettent de réaliser plus ou moins facilement les actes qui sont envisagés. Revenons à l'acquisition de l'autonomie. En suivant le même raisonnement que celui qui déclare que la perte d'autonomie est un signe d'indignité, on pourrait considérer que tant que cette autonomie n'est pas parfaitement présente, alors l'humain n'est pas digne. Il le sera lorsqu'il la possédera, mais pas avant. Nous avons Gabriel, 4 ans, qui ne serait pas digne dans cet esprit-là alors. Et c'est ce que défendent aujourd'hui certains scientifiques et philosophes, dont Tristram Engelhardt, qui développent les concepts d'humain-personne et non-personne. Les humains-personnes sont ceux qui possèdent cette autonomie tant convoitée, ce passeport pour la vie finalement, et les humains non-personnes, ceux qui ne la possèdent pas, c'est-à-dire les humains qui sont dans le coma, les jeunes enfants, dont Gabriel, les porteurs de handicap mental, de handicap psychique, et nous pourrions même étendre cela à tous les porteurs de pauvreté. Cela inclut, le fait d'être considéré comme un humain non-personne, cela inclut la possibilité de poser des actes sur ces humains sans leur consentement au titre de leur non-participation effective à la communauté des personnes. Dans les années 60, Crick, de Watson et Crick, les découvreurs de l'ADN, pensaient qu'il serait bénéfique pour l'humanité d'évaluer aux environs de 1 an le capital génétique de chaque enfant pour savoir s'il pouvait avoir le droit de vivre ou pas. Plus récemment, en 2013, Giubilini et Minerva vont plaider pour un avortement postnatal si l'enfant ne remplit pas certains critères qui n'auraient pas pu être évalués avant la naissance. Ces visions terrifiantes font de plus en plus d'émules et nous mènent vers une datation de la naissance au moment de l'acquisition de l'autonomie et non au moment de l'expulsion de l'utérus. J'existe, je suis reconnu si je possède cette autonomie. On a ainsi différé la naissance et l'entrée dans la communauté des personnes. Auparavant, les enfants se trouvent dans une sorte de salle d'attente, 2 portes, celle de la vie, celle de la mort. Autre souci lié à l'appréciation de l'autonomie. Qui, quand, comment va-t-on évaluer la présence ou l'absence de cette autonomie ? Ce qui est pratique avec la naissance comprise comme la sortie du ventre de la mère, c'est que l'on a un fait objectif. Il se passe un truc, on est né, on est là, et personne ne peut remettre en cause cette réalité. Tout le monde constate la même chose. En revanche, avec l'acquisition de l'autonomie, c'est inévitablement un peu plus compliqué. Faudrait-il une évaluation à la crèche, à la maternelle, à l'adolescence ? Et là, ça pourrait se révéler un peu compliqué. En tout cas, pour nos anciens, c'est déjà actuel. Il y a une grille d'évaluation qui s'appelle la grille Agir, qui permet de déterminer le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie, qui permet d'avoir des aides à domicile. Dans cette grille, pas grand-chose qui ressemble à l'autonomie en réalité. On va évaluer certaines activités, comme le fait de savoir faire sa toilette seul ou pas, de se déplacer seul dans son logement, et le fait d'être incontinent ou pas. Certaines activités évaluées parlent un petit peu d'autonomie, mais trop peu, et le lien a déjà été fait dans les esprits. La personne qui peut prétendre à ces aides sera très vite dans les esprits de chacun, incapable de prendre des décisions pour elle-même. Maintenant, maman a besoin d'aide, elle n'arrive plus à faire toutes les choses chez elle. Elle ne peut pas faire ses courses. La dernière fois, elle est même partie en laissant la porte ouverte. On ne va pas lui demander son avis. En plus, elle a du mal à parler et ça prend un temps de fou. On va prendre la décision pour elle. On va la placer. C'est mieux pour elle. C'est mieux pour nous aussi. Mais maman n'est pas réductible à ce qu'elle est en apparence capable de décider, à ce qu'elle est capable de faire, comme Jeanne, comme Gabriel. Ils sont tous plus que cela. En éthique, on évoque parfois le critère de réciprocité, qui est une proche cousine de la maxime kantienne.
Serais-je ou non d'accord que l'on m'évalue de cette façon, à l'aune de mes capacités et incapacités? Ou ai-je le sentiment que la réalité de la personne dépasse un peu, beaucoup même, cette vision? Suis-je d'accord que l'on me considère comme indigne de vivre au regard de ces critères-là? Non, bien sûr. L'autonomie, donc, est un critère non satisfaisant pour savoir si oui ou non un humain reste digne, puisqu'il l'est du fait de sa seule humanité. On veut réduire, enfermer et métamorphoser une réalité, celle de la présence effective d'un humain en une grille, en des normes, des chiffres, des notations, et par là même normer l'humanité. C'est ce qu'ont fait en leur temps l'ensemble des promoteurs de l'eugénisme, quel que soit leur pays, leur culture et leur époque, en oubliant ce qui fait l'humanité, ce qui fait sa beauté, sa créativité, en oubliant quelle source d'émerveillement elle provoque, en oubliant que chaque homme est un insondable mystère. Avec Laurence, nous avons plongé dans cette question essentielle de l'autonomie, devenue au fond l'un des plus redoutables dignitomètres modernes. Elle nous a invités à réaliser que l'autonomie n'est pas un critère satisfaisant pour donner ou retirer à une personne sa dignité, parce que la dignité ne se perd ni ne s'acquiert. Ce qui peut se perdre, c'est seulement le sentiment de dignité. Avant de passer au prochain enseignement, nous allons faire un petit détour par le Maroc. C'est là-bas que notre délégué général avait rencontré son ami Philippe Pozzo di Borgo pour l'Université de la Vie. Cet entretien, que vous pourrez retrouver en intégralité sur YouTube, a eu lieu en 2018, mais il n'a pas pris une ride. Philippe, vous le connaissez tous, sans le savoir, parce qu'il est le vrai héros du film Intouchable. C'est son histoire qui a inspiré ce film. Philippe est devenu le parrain de Soulager mais pas tuer, un mouvement qui rassemble des professionnels et des usagers de la santé opposés à toute forme d'euthanasie et de suicide assisté, dans lequel Tugdual Alderweireld est aussi l'un des porte-paroles. Beaucoup de scientifiques promettent des miracles pour les personnes tétraplégiques, par exemple. Certains souhaitent commencer à implanter des puces dans le cerveau pour essayer de permettre la mobilisation d'un exosquelette asservi à la pensée, etc. Bon, moi je ne suis pas directement concerné, je me disais pourquoi pas. Mais qu'est-ce que toi tu en penses de ça? Est-ce que c'est un espoir fou? Est-ce que c'est des illusions? Comment tu te positionnes par rapport à ces propos? D'un point de vue technique, ils sont au point. Ils sont prêts à opérer. On me l'a proposé. Et j'ai réfléchi. J'ai dit, écoutez, non, je ne crois pas que je vais accepter l'offre. C'est pas le fait qu'on mette quelque chose dans le cerveau qui va lire les instructions dans le cerveau pour bouger le bras ou le pied. C'est pas ça qui me gêne. C'est que vous allez me mettre dans un exosquelette et que je vais avoir l'air d'un martien. Donc, vous allez me donner mon autonomie, c'est très gentil à vous. On sent beaucoup que la communauté scientifique veut donner de l'autonomie. Mais c'est pas ce que je demande. Moi, je demande d'être en relation. Je demande d'être inclus dans la société. Et de me mettre dans un bibendum, va me mettre dans un coin. Moi, j'en veux pas. Par contre, un autre professeur m'a dit, si je vous redonne la sensibilité, en faisant des greffes de cellules, vous allez pouvoir retrouver le mouvement et toucher. Je dis, c'est exactement ce que je demande. Pouvoir reprendre les miens dans les bras, pouvoir toucher, de pouvoir être avec les autres et être en sensation avec les autres. Donc, la science, parfois, se trompe. Il faudrait demander un peu aux utilisateurs futurs s'ils sont d'accord avec ce qu'on leur propose. Je pense qu'on gaspille beaucoup d'argent et d'énergie sur des voies qui ne sont pas les meilleures pour le respect de l'intégrité de l'homme. Philippe Pozzo di Borgo témoigne ne pas rêver de plus d'autonomie. En fait, ce dont il ne rêve pas, c'est davantage d'indépendance. Et vous voyez, c'est précisément la confusion des termes très répandue que nous faisons tous et sur laquelle Laurence Henry a apporté son éclairage. Si nous voyons comme Kant l'autonomie comme autonomie de la volonté, du discernement, comme acte de la liberté ou celui de pouvoir décider, nous voyons que c'est différent. L'autonomie de Philippe ici ne se questionne pas, on le voit pleinement présent, libre et vivant. Mais parce qu'il est tétraplégique, évidemment, c'est son indépendance qui est douloureusement impactée. Mais le message important de son témoignage est bien plus important que cela,
Ce qu'il nous dit, ce qu'il demande, c'est d'être en relation, de pouvoir ressentir, de pouvoir prendre les siens dans ses bras. L'essentiel pour lui se trouve dans la relation. Nous allons maintenant aborder quelques questions d'actualité. La période Covid-19 a eu et a toujours, vous le savez, des répercussions gravissimes et exceptionnelles à tous les niveaux. Et il nous a vraiment semblé important dans cette formation de pouvoir apporter des éclairages sur des situations compliquées, graves et douloureuses que nous avons connues et que nous connaissons encore aujourd'hui. Jeanne Bertin-Hugo est psychologue clinicienne de formation. Au sein d'Alliance Vita, elle est la coordinatrice de l'ensemble des projets fin de vie de l'association. Elle est en lien avec d'autres associations, avec des soignants, avec des directeurs d'EHPAD, avec aussi les écoutants du service SOS Fin de Vie. Elle assure la veille et le décryptage des enjeux importants. Et aujourd'hui, elle va nous donner un éclairage précieux sur 3 grands enjeux liés à la fin de vie que cette période Covid-19 a particulièrement mis en lumière. Jeanne Bertin-Hugo. L'évolution du système de santé au cours des 20 dernières années a permis à la fois le développement de techniques médicales pointues dans certains secteurs, par exemple avec le remplacement des valves cardiaques sans ouvrir le thorax en passant par les artères, peut-être au détriment du fonctionnement quotidien des hôpitaux et des établissements médico-sociaux. L'insuffisance croissante des moyens et les limites de l'accompagnement de la fin de vie préalables à la crise ont été révélées et amplifiées par l'épidémie de la Covid-19. Le système de soins français a été soumis à de très fortes tensions pour la prise en charge des patients Covid et non-Covid. L'avis rendu par le CCNE, Comité consultatif national d'éthique, au mois de novembre 2020, souligne l'insuffisance des moyens au regard des besoins de santé et l'impossibilité de recrutement et de formation rapide des professionnels médicaux et paramédicaux pour s'adapter aux besoins récents. Des décisions ont dû être prises dans l'urgence pour réorganiser les soins. Les actes chirurgicaux et médicaux ont été déprogrammés au profit de lits dédiés à la Covid. Des polémiques sont apparues face aux potentielles pratiques de tri. Le tri des malades oblige les soignants à assumer des dilemmes douloureux pour sauver le plus de vies possible, tout en tenant compte des contraintes. C'est une méthode d'organisation des soins qui est bien connue en médecine d'urgence et de catastrophe. Elle est fondée sur la prise en compte d'une balance gravité versus efficacité. Dans un contexte d'insuffisance des moyens disponibles, la logique égalitariste, qui consisterait à ne pas vouloir trier, reviendrait de fait à donner priorité aux premiers arrivés. Une logique plus utilitariste a été privilégiée, elle vise à rendre maximum le nombre de vies sauvées dans l'intérêt collectif. Le principe de réalité a obligé les soignants à assumer un manque de moyens dont les responsabilités étaient préalables à la crise. Les valeurs soignantes ont été fortement mises à l'épreuve. Des médecins nous ont témoigné de l'impossibilité de faire déplacer le SAMU pour des personnes de plus de 75 ans dans certaines régions où le système de soins a été débordé au printemps 2020. Ce refus de soins sur le critère de l'âge est choquant et non éthique. Ainsi, il semble qu'il n'ait pas toujours été possible de donner à chacun le meilleur soin adapté à ses besoins dans le contexte d'insuffisance de moyens. L'intérêt individuel a donc sans doute été parfois sacrifié au profit de l'intérêt collectif. La distinction entre les choix thérapeutiques et le tri des malades me paraît nécessaire pour que la confusion du langage ne soit pas source de dérives éthiques éventuelles. Le choix thérapeutique est celui que fait un soignant après analyse de la situation individuelle de son patient dans la logique du serment d'Hippocrate. Les échelles de fragilité clinique sont faites pour les y aider. L'âge fait partie des critères de fragilité, mais pas uniquement. Il prend en compte l'état de santé général du patient. Par exemple, certaines personnes atteintes de comorbidités lourdes ne sont pas admises en service de réanimation parce qu'elles ne supporteraient pas de tels soins. Les soins en réanimation sont complexes et loin d'être anodins. Ils comportent beaucoup de risques de complications. Il est nécessaire d'avoir un raisonnement au cas par cas et de ne pas entrer dans une mise en application systématique de protocoles qui pourraient empêcher la prise en compte de l'individu.
Beaucoup de personnes âgées n'ont pas les critères de la réanimation et cependant ont besoin d'être hospitalisées pour bénéficier d'oxygène, d'antibiotiques, de prise de sang, d'une surveillance médicale. On peut d'ailleurs préciser que si les moyens médico-techniques dont disposent les services de réanimation peuvent être trop agressifs pour certains patients fragiles, le ratio de personnel des services de réanimation est nettement plus important et cette disponibilité du personnel pour le juste soin de chaque patient est toujours un bénéfice et manque parfois dans d'autres services hospitaliers et encore plus cruellement dans les établissements médico-sociaux. Chaque médecin, même en dehors de toute crise sanitaire, fait des choix thérapeutiques à la recherche du juste soin dans le respect de la dignité de son patient. Si le choix thérapeutique est au cœur de toutes les décisions médicales et évalue la balance bénéfice-risque du traitement envisagé, le tri, lui, n'intervient qu'en cas de pénurie de moyens dans une logique collective qui s'écarte de la logique individuelle du juste soin pour chacun. Le Comité consultatif national d'éthique a d'ailleurs très rapidement mis en garde contre les dérives potentielles d'un tel triage et a rappelé la nécessité d'une évaluation collégiale de chaque situation individuelle fondée sur l'état du patient. Le collectif Handicap, regroupant 48 associations, a lui aussi dénoncé en avril 2020 la situation des personnes en situation de handicap discriminées dans la gestion de la pandémie. Alliance Vita, dans son communiqué de presse du 26 mars 2020, insiste aussi sur l'importance de ne pas fonder sur le seul âge d'un patient les décisions thérapeutiques qui le concernent et demande au pouvoir public de comptabiliser les décès par Covid-19 des personnes âgées, de donner accès aux tests de dépistage à tout citoyen sans limite d'âge et de réaffirmer que chaque patient a le droit à tout âge d'être soulagé et soigné sans être tué. En bref, le système de santé français n'était pas prêt à faire face à l'épidémie du Covid-19 et a été débordé du fait du manque de moyens matériels, masques, surblouses et du manque de moyens humains. La crise sanitaire a mis en lumière des failles d'une médecine qui se veut de plus en plus rentable et technique dans les 20 dernières années et le manque de formation des soignants. La trop grande rigidité de notre système politique et administratif a imposé des règles nationales centralisées qui n'ont pas permis aux organisations locales de réagir pour adapter des solutions réunissant les moyens publics, privés, associatifs dans un souci d'unité et de plus grande efficacité. Le journal officiel a publié le 29 mars 2020 un décret autorisant la prescription du sédatif Rivotril sous forme injectable par les médecins de ville et d'établissements médico-sociaux pour les patients atteints de la Covid-19 qui présentent une détresse respiratoire aiguë ou asphyxie. Cette autorisation exceptionnelle liée à l'état d'urgence sanitaire a été abrogée puis renouvelée. Elle est actuellement encore en vigueur. Le but de cette autorisation exceptionnelle de dispensation du Rivotril est d'anticiper une rupture de stock du midazolam, qui est une autre benzodiazépine réservée pour les services de réanimation. Ce décret a suscité de nombreuses questions et inquiétudes liées à la possible utilisation du Rivotril dans un but euthanasique. La SFGG, Société française de gériatrie et de gérontologie, a réagi le 4 avril au décret qui soulevait tant d'inquiétudes par un communiqué de presse intitulé « Non, prescrire du Rivotril ne revient pas à euthanasier les patients âgés ». Le nom générique du Rivotril est le clonazepam. C'est une benzodiazépine comme le Valium, le Xanax, midazolam ou Hypnovel et le Seresta. En fonction de la dose prescrite, le Rivotril peut avoir des effets différents, détendre, endormir de façon réversible ou irréversible, avec la sédation profonde et continue jusqu'au décès prévu par la loi Leonetti-Claes de 2016. Le Rivotril peut aussi tuer en cas de surdosage. D'où la nécessité pour ceux qui l'utilisent d'être bien formés. Le guide des directives anticipées édité par Alliance Vita explique bien les définitions complexes de la sédation. Vous le trouvez page 17 de votre carnet du participant. Le risque d'une mauvaise utilisation du Rivotril, comme d'autres médicaments, est lié au fait que la culture palliative est insuffisamment développée à l'hôpital, à domicile ou en institution. Les soignants ne sont pas bien formés pour savoir augmenter les doses progressivement pour trouver la juste dose qui permet de soulager l'anxiété, la douleur quand le Rivotril est associé à la morphine,
tout en essayant de maintenir la relation du patient avec son entourage. Cette juste dose est peut-être un moyen de respecter la dignité du patient en ne le privant pas systématiquement de conscience par une sédation trop lourde, mais en essayant d'ajuster la proportion du traitement aux symptômes et de permettre le maintien d'une vie relationnelle. Peut-il avoir comme effet de limiter la durée de vie du patient? C'est le principe de double effet de saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire qu'en soulageant le patient, on peut contribuer à abréger involontairement un peu la durée de sa vie. Ce qui importe, c'est l'intention. Est-elle de soulager le patient ou d'abréger sa vie? Alors, il s'agit d'euthanasie si l'intention est de tuer. L'adieu interdit est le titre du livre paru en octobre 2020 de la psychologue Marie de Henzel. Elle dénonce la brutalité de l'annonce des mesures de confinement strictes au printemps 2020 et l'interdiction des visites aux résidents d'EHPAD. Les soignants en nombre réduit ont essayé de permettre aux personnes âgées ou hospitalisées de rester en lien avec leurs proches par téléphone, avec des tablettes, mais les personnes âgées sont souvent peu à l'aise avec les moyens technologiques. Certaines personnes ont arrêté de s'alimenter, elles ont glissé vers la mort, signe d'une dépression profonde liée au sentiment d'abandon. L'isolement est la 3e cause de la mortalité en France chez les personnes de plus de 75 ans. Ça veut bien dire que la relation est ce qui fonde notre humanité, et l'isolement est synonyme de la rupture de lien. Alors aurait-on pu faire différemment? Les EHPAD sont les derniers à avoir reçu des moyens de protection, pas de masque ni surblouse. Est-ce qu'on aurait pu laisser aux résidents et aux familles le choix de préférer prendre le risque de voir leurs proches et peut-être éviter certains syndromes de glissement ou dépression? Il reste toujours nécessaire d'évaluer les risques individuels et collectifs au sein des établissements, puisqu'en EHPAD, le taux de contagiosité et de mortalité lié à la Covid-19 est extrêmement important, 14 à 16% du fait de la collectivité. Depuis le printemps 2020, la mort est à la fois présente dans les statistiques sanitaires quotidiennes, mais les rites de deuil ont aussi été confisqués pour beaucoup de familles. En effet, la peur de la contagion et le manque crucial de matériel ont empêché beaucoup de familles de pouvoir dire au revoir, puis honorer le corps de celui ou celle qu'ils aimaient. Dès le début de la pandémie, le corps des patients décédés, déclarés ou suspectés Covid-19, était placé dans une housse hermétiquement fermés définitivement et mis en cercueil sans que la famille ne puisse les revoir. Ce sont des deuils qui ressemblent à des disparitions et l'on sait que plus la mort est subite, plus le processus de deuil est compliqué. Le fait de ne pas avoir pu dire au revoir peut entraîner des sentiments de culpabilité, de tristesse, de colère et un vécu dépressif. En temps de crise sanitaire, il est toujours difficile de placer le curseur entre la volonté de protéger la société de la contagion et les dégâts psychologiques que ces rites de deuil confisqués peuvent provoquer. Une circulaire du 20 mars 2020 du Haut Conseil de la santé publique est venue assouplir cette pratique en permettant aux proches de pouvoir revoir le visage de leurs proches décédés tout en respectant les normes sanitaires. Cet adieu au visage de la personne défunte permet de prendre conscience que la vie s'en est allée de ce visage, mais aussi de garder en mémoire le visage de la personne aimée. C'est le point de départ d'un chemin de deuil. Faire mémoire des défunts, c'est prendre conscience que nous sommes en vie, c'est aussi reconnaître l'héritage humain reçu qui nourrit nos vies. Plus récemment, l'obligation de mise en bière immédiate a d'ailleurs été annulée par le Conseil d'État. Il y a 100 000 ans, les Homo sapiens enterraient déjà leurs morts. Est-ce que la toilette mortuaire ne dit pas quelque chose de la dignité humaine ? Plusieurs écoutants du service SOS Fin de Vie, animé par Alliance Vita, participent à la plateforme nationale d'écoute Mieux traverser le deuil pour venir en aide aux personnes endeuillées 24 heures sur 24. En accueillant ce que les personnes qui appellent disent de la mort de leurs proches, elles aident à puiser des forces de vie. En conclusion, j'aimerais soulever une autre question qui est un des enjeux de l'accompagnement de la fin de vie. Comment concilier la protection des plus fragiles et leur autonomie? L'équilibre est difficile à trouver entre la sécurité sanitaire et un accompagnement indispensable des personnes à la fin de leur vie. L'épidémie de la Covid-19 a été un révélateur des insuffisances de la politique d'accompagnement, du vieillissement et de la fin de vie, et une invitation à les repenser.
Le Cercle Vulnérabilité et Société est un groupe de réflexion réunissant de nombreux professionnels d'EHPAD. Il a publié une analyse intitulée « Fin de vie en EHPAD, de l'hébergement à l'accompagnement ». Parmi leurs propositions concrètes, je vous propose d'en retenir 3. Pour assumer leur dimension sanitaire et sociale en devenant experts de la fin de vie, les EHPAD doivent associer irréprochabilité sanitaire, c'est-à-dire médicalisation importante, et excellence relationnelle en misant sur l'interdisciplinarité et la collégialité. Un deuxième point, que ce soit au domicile ou en EHPAD, pour que le temps de la fin de vie soit un réel temps de vie, l'action des professionnels doit se dérouler dans une temporalité respectueuse de chacun et pas seulement dans un temps objectif et technique. Les moments relationnels, affectifs, sensoriels et mentionnels sont donc primordiaux et doivent être privilégiés. Enfin, la formation d'un nombre suffisant de soignants dans les établissements et à domicile à une culture palliative paraît essentielle. J'aimerais pour finir vous parler de 2 initiatives de terrain. Citoyennage est une démarche qui lie citoyenneté et grand âge. Il arrive encore trop souvent aujourd'hui que l'on décide pour les personnes âgées et pas avec elles sur des questions qui les concernent au quotidien. Des résidents en maison de retraite viennent de se constituer en association, citoyennage, afin de mieux faire entendre leurs intérêts. Par exemple, un ancien militaire de carrière de 95 ans a pris la plume pour faire part de sa révolte. Il dit « J'ai réalisé qu'une part de mes responsabilités individuelles m'avait été enlevée car je suis une personne âgée. On ne vit pas les contraintes de la même manière à 20 ans et à 95 ans. Les projets pour nous, c'est maintenant, pas demain. » Ainsi, le respect de la dignité ontologique de l'homme invite à mettre la personne au centre des décisions qui la concernent en lui demandant son avis quand c'est possible. La deuxième initiative que j'aimerais rappeler est l'autoconfinement de certains professionnels avec les résidents dans 17 EHPAD en France au printemps 2020. Alors que beaucoup d'EHPAD étaient à ce moment-là en manque d'équipement, de personnel, cette initiative exemplaire a permis de protéger les résidents et les soignants et de renforcer les liens entre eux. Écoutez, on a 2 dames qui ont connu la grippe espagnole, le typhus de la Deuxième Guerre, et j'espère bien qu'on va leur faire passer le coronavirus. Actuellement, on reste tous à plein temps. Donc il n'y a personne qui part et qui revient, on est tous ici, on dort là. On s'est fait livrer des matelas en fait par la mairie. Ça ronchonne parce que moi, il y en a qui ronflent. Certaines, c'est souvent la première expérience de vie en collectivité. On est quand même les uns sur les autres, on n'a pas d'intimité. Et donc, automatiquement, si vous voulez, pour des gens qui n'ont pas l'habitude, ça peut devenir un peu lourd. Mais après, il y a le sens de la mission, quelque part. Le président a dit, on est en guerre. Hein, et donc, nous, la mission, c'est de faire en sorte d'essayer de les faire passer au travers le plus possible. Je pense que c'est très dur pour vous autres qui laissez votre famille. On le prend bien, on le vit bien, on se détend le soir. Nos résidents nous le rendent bien aussi quand même. Oui. Ils sont gentils avec nous. Sur l'ordinateur, il y aura votre fille qui sera sur l'ordinateur et vous pourrez parler avec elle. D'accord ? Ça vous fera plaisir ? Il y aura sûrement les 2. On essaie de compenser comme on peut, il y a tout ce qui est Skype, il y a les appels téléphoniques, il y a notre présence aussi quotidienne qui les rassure beaucoup et qui leur fait du bien. Le contraste est saisissant entre l'isolement dont ont souffert beaucoup de personnes âgées à domicile ou en établissement et les liens humains si forts vécus à l'intérieur des établissements où le personnel s'est confiné sur la base du volontariat avec les résidents. Cela nous rappelle à quel point l'être humain est un être de relation et que la dignité ontologique de chacun se révèle dans l'échange des regards offerts et reçus. Merci. N'hésitez pas à consulter le site SOS Fin de Vie. Il y a un espace dédié au coronavirus qui a été créé au printemps 2020 dans lequel on trouve beaucoup d'informations, les modalités d'écoute et d'accompagnement du service. On y retrouve aussi le guide des directives anticipées que nous éditons avec Alliance Vita. Vous pourrez aussi prendre le temps de consulter votre livret qui propose un certain nombre d'éléments complémentaires. Par exemple, page 57 et page 58, nous avons sélectionné quelques témoignages d'écoutants et des paroles aussi de soignants et d'experts qui nous apportent des éclairages, me semble-t-il, essentiels.
Page 59, nous avons choisi de donner quelques clés pour accompagner une personne en souffrance. Ces clés sont extraites d'une très belle et passionnante conférence de Jean-Guilhem Xéry que vous pourrez retrouver sur notre médiathèque. Nous allons maintenant poursuivre avec un enseignement de Tugdual Derville, délégué général d'Alliance Vita. Il va nous parler de la bataille de la dignité. La fin de vie, c'est un sujet que connaît bien Tugdual. Il a créé le service SOS Fin de Vie en 2004. Il est porte-parole du mouvement Soulager mais pas tuer que j'ai déjà évoqué. Et il est aussi l'auteur de La bataille de l'euthanasie, une enquête sur cette affaire qui ont bouleversé la France. Il est régulièrement interrogé dans les médias sur ce sujet. Tugdual Derville. Nous l'avons vu pendant toute cette session, ce sont les multiples sens du mot dignité qui posent question, ce que le philosophe Jacques Ricot, à propos de la fin de vie, appelle la redoutable polysémie de ce mot. C'est en fait un piège dialectique et qui se retrouve dans le libellé de l'association principale en France de lutte pour l'euthanasie, de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Marie de Henzel, pour s'opposer à cette formule dialectique, a écrit un livre « Nous voulons tous mourir dans la dignité ». Qui voudrait mourir dans l'indignité ? J'ai entendu le président de la République nous dire à propos de la bioéthique, la dignité, c'est un mot consensuel. Mais attention au consensus factice autour, au fond, de ce mot qui veut dire à la fois la dignité d'une fonction, présidentielle par exemple, la dignité d'un comportement, qui vaut d'ailleurs qu'il y a un crime d'indignité nationale, qui a déjà exceptionnellement été édicté, qu'ensuite il y a le sentiment de dignité. Pour soi-même, pour les autres, j'ai entendu quelqu'un me dire quelle déchéance à propos de cette situation, un sentiment de dignité. Et puis bien sûr le bras de fer entre une dignité relativiste, une dignité qu'on peut perdre, qu'on peut acquérir et perdre, et puis une dignité ontologique absolue. C'est ce bras de fer-là qui est au cœur du débat. Alors nous allons l'aborder en deux temps. D'abord l'impasse où nous conduit la dignité relativiste, et ensuite l'appel que nous lance la dignité ontologique. L'impasse, elle est à la fois individualiste et, ultimement, nous allons le voir, au fond, totalitaire. Au départ, le fondateur de l'ADMD, Henri Caillavet, a exprimé que cette dignité, chacun était maître de sa dignité. On pouvait mettre le curseur là où on voulait. Et dans un texte en marge d'une décision du comité d'éthique auquel il participait, il avait exprimé qu'une personne, qu'un accident de la circulation rendrait aveugle, eh bien, pourrait estimer qu'elle a perdu sa dignité et demander l'euthanasie en raison de sa cécité. Bon, chacun est maître de sa dignité. Mais où va la limite, hein ? Donc on peut partir de cas personnels, et souvent d'ailleurs c'est des cas limites, ultimes, qui font trembler. Je pense notamment en France, par exemple, à la situation de Anne Baird, qui en 2017, atteinte d'une maladie de Charcot, qui est très très gravement invalidante, notamment en fin de vie, a obtenu d'aller se faire euthanasier en Suisse, en Belgique, a défrayé la chronique en France. Et c'était apparemment sa liberté de refuser cette fin de vie. Mais voilà que les associations de patients et de maladie de Charcot ont protesté en disant de quel droit les médias encensent-ils le courage d'une personne qui va obtenir cette euthanasie, alors que nous, on n'encense pas notre courage d'aller jusqu'au bout de cette maladie, accompagné par nos soignants et nos proches. Vous voyez, entre l'individuel et le collectif, il n'y a souvent qu'un pas. Et la revendication peut, à partir des cas limites, s'étendre. Avec la situation, vous l'avez sans doute entendu, de Jacqueline Jenkel, qui à 71 ans a affirmé en France, dans une interview à Combini, qu'elle allait demander le suicide assisté en Suisse cette fois, parce qu'elle ne voulait pas vieillir, elle voulait mourir en relative bonne santé. J'ai été confronté à elle dans une émission et j'ai pu lui dire à quel point elle remettait en cause par ses phrases les situations des personnes handicapées. Et alors voilà ce qu'elle avait dit à Combini: la perte d'autonomie pour moi, c'est la fin de la vie. Les EHPAD pour moi, c'est des mouroirs. Je n'ai pas envie de me retrouver perfusé, ventilé, infantilisé, et après qu'on me torche. J'ai tout fait, voyagé, tout connu. J'ai pu lui dire, mais quand vous dites ça, pour les personnes que je connais et qui sont dépendants des mains d'une aide-soignante quotidiennement, pour la toilette, pour leurs besoins naturels, quelle humiliation. Et d'ailleurs, elle en était désolée. Elle a ajouté d'ailleurs, pour montrer que ce n'est pas seulement individualiste au fond, mes enfants préfèrent avoir une maman libre, contente, qui décide de partir à son heure, plutôt qu'une maman malade, dépendante, dont ils doivent s'occuper. Alors là, elle implique d'autres, sans d'ailleurs peut-être leur avoir demandé son avis. On voit bien qu'il y a un affrontement entre une culture de l'indépendance et une culture de la vulnérabilité.
Je me souviens avoir été confronté à Noël Châtelet, la sœur de Lèle Jospin, dont la mère s'était suicidée en bonne santé, et elle disait « Ma mère nous a donné une leçon de force ». Moi, j'ai pu dire « Mon père nous a donné une leçon de vulnérabilité, en consentant à ces temps de dépendance qui ont précédé sa mort et qui étaient riches de relations ». Cette culture de l'indépendance, elle est très vite totalitaire. Et il ne faut pas oublier que la dignité relativiste, derrière, aboutit à l'idée qu'il y a des vies qui ne doivent pas vivre, qu'il y a des vies qui ne valent pas la peine d'être vécues et qu'il faut les empêcher. Cet eugénisme vient de très loin et c'est bien d'en prendre conscience. Charles Richer, prix Nobel de médecine, écrit La sélection humaine, il reçoit le prix Nobel cette année-là, et je vais vous lire très rapidement un extrait de ce livre, La sélection humaine. Essayez de faire taire toutes les émotions violentes qui peuvent vous envahir, mais pour vraiment entendre ce qui se disait à l'époque. Après l'élimination des races inférieures, le premier pas dans la voie de la sélection, c'est l'élimination des anormaux. Proposant résolument cette suppression des anormaux, je vais assurément heurter la sensiblerie. On va me traiter de monstre parce que je préfère les enfants sains aux enfants tarés et que je ne vois aucune nécessité sociale à conserver ces enfants tarés. Mais où est l'avenir de penser chez les sourds-muets? Ces ébauches d'humanité, ces produits disgraciés, condamnés en eux ou en leur descendance à être toujours des rebuts, ces pauvres avortons, ne peuvent inspirer que pitié, dégoût et aversion. Ce qui fait l'homme, c'est l'intelligence. Une masse de chair humaine sans intelligence humaine, ce n'est rien. Il y a de la mauvaise matière vivante qui n'est digne d'aucun respect, ni d'aucune compassion. Les supprimer résolument serait leur rendre service. Quelle joie peuvent-ils attendre de la vie? Même si à force de soins on prolonge de quelques mois ou de quelques années l'existence d'un hydrocéphale, il ne sera jamais qu'un être dégradé, indigne du nom d'homme. » Fin de citation. Ça, c'est profondément ancré dans nos mentalités, mine de rien, même si ça nous choque. Heureusement, à la même époque, il y avait la fameuse Helen Keller aux États-Unis, née, qui a été accidentée dans la toute prime enfance et qui est devenue sourde et aveugle et qui est devenue une très grande dame avec énormément d'influence, d'écriture de livres, etc., grâce à ceux qui ont cru en elle. Officiellement, sur ce sujet, les choses sont tranchées. Vous le savez, depuis 1948, parce que le nazisme est passé par là, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qu'on a souvent citée dans cette session, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et même au sein de la DMD, des leaders ont pu exprimer à quel point ce n'était pas une question à leurs yeux finalement de dignité. Je cite par exemple André Comte-Sponville. Ce n'est pas une question de dignité. Le cycle ADMD a toute ma sympathie, mais on se trompe sur ce point. Si tous les hommes sont égaux en droit et en dignité, cette dernière ne saurait varier selon les circonstances, fussent-elles atroces. En quoi un polyhandicapé ou un grabataire sont-ils moins dignes de respect qu'un valide? En rien, bien sûr. En quoi leur dignité les protège-t-elle de l'horreur? En rien non plus. Ce n'est pas une question de dignité, mais de liberté. Alors est-ce vraiment une question de liberté? Il y a là un piège qu'il faut déjouer. Et François de Closet a écrit pour promouvoir l'euthanasie l'ultime liberté. Et dans un débat que j'ai eu avec lui, il m'a dit à la fin, dans notre conversation, moi je veux mourir debout, vous comprenez? Je veux mourir en bonne santé. Mais là, il faut déjouer le piège. D'abord, qui nous dit que cette demande au nom de la liberté ne s'exerce pas sous la pression d'une douleur physique, sous la pression d'une angoisse, d'une souffrance psychique, sous la pression d'un environnement, peut-être d'une culture? On le voit bien dans les pays qui ont déjà légalisé l'euthanasie, du droit de demander la mort au devoir de la demander, il n'y a qu'un pas, qu'un glissement que ces dérives attestent. Ensuite, cela suppose que l'on sache ce que l'on choisit. Quand je choisis la mort, qu'est-ce que je choisis? Parce que personne n'en revient, donc je ne sais pas forcément ce que je choisis. Et les philosophes diront, quel est le sens de cette liberté qui programme d'annihiler toute liberté, de se priver de la chance de vivre dans les derniers moments des choses qui parfois sont beaucoup plus merveilleuses que tout ce qu'on pouvait craindre. Et enfin, quelle est cette liberté étrange qui force d'autres personnes, qui exige que d'autres personnes passent à l'acte pour me donner la mort? Et on le voit d'ailleurs au Canada, il y a des centres de soins palliatifs qui ont commencé à fermer parce qu'on les oblige à faire des euthanasies. Donc on voit bien que ça devient assez vite totalitaire. Derrière la limite de la liberté, je crois que se cache encore ce débat sur la dignité. On le voit, ce n'est pas gagné. L'idée d'une dignité relative est ancrée dans nos mentalités. Et Anne Lebrun a eu raison de nous demander, au fond, de nous regarder dans la glace pour, j'interprète, pour accueillir, vraiment accueillir notre propre dignité, la sacralité de notre vie, ce qui n'est pas gagné pour aucun d'entre nous. C'est une bataille intérieure, mais c'est aussi une bataille de société. Et la pandémie de la Covid-19 nous l'a montré quand on entend des médecins, par exemple, qui disent qu'en EHPAD, les personnes âgées, hébergées, attendent la mort.
quel est le regard qu'on porte sur ces vies, sur la qualité possible de ces vies chez ces médecins. Alors comment se pose concrètement, en cas de grave maladie, de grave handicap, ce sentiment que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue? Rarement les personnes elles-mêmes, plus souvent les proches et les soignants. Chez les personnes elles-mêmes, c'est rarement en situation, mais il y a des personnes qui, effectivement, sous l'emprise d'une douleur physique ou d'une angoisse psychique, vont demander la mort. Souvent, c'est parce qu'elles ne sont pas bien accompagnées, c'est des questions qu'il faut entendre, auxquelles il faut répondre. C'est rare, c'est rare. Et il est rare que ça soit permanent. Mais assez souvent, enfin le plus fréquemment, ce sont des peurs. Peur de ce qui va arriver, peur de l'aggravation, peur d'un acharnement thérapeutique, peur d'une démence, d'une incontinence. Et c'est souvent par anticipation que les personnes revendiquent l'euthanasie. Et je me souviens avoir préparé un débat avec Jean-Luc Romero où je lui ai posé cette question parce que j'y avais réfléchi. Ne croyez-vous pas que ceux qui réclament l'euthanasie, ce n'est pas parce qu'ils s'interrogent quand je serai devenu moche, vieux, incontinent, dément, est-ce qu'il y aura encore quelqu'un pour prendre soin de moi et pour m'aimer? Et Jean-Luc Romero avait dit oui, c'est vrai. Et il était tombé un peu de la dialectique, oui, c'est vrai, et puis il avait demandé qu'on discute intellectuellement, il ne voulait pas parler de lui. Mais c'est cette angoisse-là qui est souvent cachée dans l'anticipation, la demande par avance d'une euthanasie. Ensuite, les proches sont plus fréquents à demander l'euthanasie. Pourquoi? Parce que je me sens responsable de la souffrance d'un proche, de sa peine. J'ai tendance à me sentir responsable et je peux être tenté d'effacer, entre guillemets, cette souffrance que je vois parce que c'est une façon aussi de me déculpabiliser. C'est aussi souvent l'épuisement du proche. Celui qui a tellement donné, il peut devenir maltraitant parfois, ou il peut dire à un moment donné, j'en peux plus. On peut le comprendre, bien sûr, ça nécessite de l'aider. C'est souvent des fuites devant certaines situations qui nous font peur, qui sont jugées par nous, insupportable, avec le risque de la pitié, du dégoût, de la peur. Ça peut être aussi, je l'ai vu une fois, un pacte, où des époux font un pacte en disant, voilà, si je deviens dépendant, il faut que tu m'euthanasies. Voilà. Et puis leur fils est devenu très dépendant à la suite d'un accident. Okay. Et le monsieur m'a dit, j'arrive pas à l'euthanasier. Vous voyez, il avait fait un pacte de fatalité avec sa femme, mais il n'arrivait pas à l'appliquer dans le cadre familial. Et c'est un pacte, il fallait qu'il puisse en sortir, ne pas se sentir coincé par ce qu'il avait cru devoir promettre à sa femme et de l'appliquer à son fils. Les soignants, enfin, sont ceux aussi qui peuvent demander l'euthanasie. Ça peut être la rançon de l'acharnement thérapeutique. Xavier Mirabel, notre ancien président, disait que c'est les deux faces d'une même médaille. Acharnement thérapeutique, on change toutes les pièces comme pour une voiture, et puis à un moment donné, ça ne marche plus, on la met à la casse. Donc il y a le risque d'une toute-puissance médicale. Il y a aussi souvent le risque d'un épuisement des soignants, qui n'en peuvent plus et qui peuvent transgresser leur éthique dans des moments où ils sont seuls, pas assez formés, pas assez soutenus. La question est donc comment protéger cette dignité dans une culture, dans une société où nous avons tendance parfois à mépriser la faiblesse. Je crois que ce n'est pas étonnant qu'une société extrêmement sélective à l'entrée devienne suicidaire à la sortie, ou s'interroge sur le sens de la vie devenue dépendant, malade, etc. Ce n'est pas tellement étonnant non plus que ce soit des célébrités qui souvent donnent leur voix à la DMD. Quand on voit comment ces stars ont été éclairées dans leur gloire, ce n'est pas tellement étonnant que ce soit difficile pour elles de vivre des moments plus difficiles de fin de vie. Je crois que pour défendre cette dignité ontologique, il faut faire deux expériences, qui sont des expériences universelles, qu'on a tous faites un jour ou l'autre, peut-être on va le regarder en face. C'est d'abord d'être émerveillé par une personne humaine qui n'était rien à nos yeux, par sa dépendance, par son handicap, par peut-être son étrangeté, voilà. Moi, je l'ai fait avec des personnes porteuses de handicap, certains l'ont fait avec des personnes en fin de vie, d'autres avec des migrants, etc. Mais être émerveillé de l'humanité intacte, de ce qui n'est rien aux yeux des hommes. Expérience d'émerveillement. Et puis une expérience qui la complète et qui semble antinomique, l'expérience de la déréliction, où à un moment donné, face à ces mêmes personnes, je n'y crois plus, je ne le sens plus. La personne n'en finit pas de ne pas mourir. Ou alors elle a une attitude qui fait que je me dis, mais quel est le sens de sa vie? Et là, je fais non plus l'expérience de l'émerveillement, mais le pari de la dignité. Je reste, je demeure au-delà de mes sens dans la conviction que cette dignité est intacte, même si je ne la vois pas. La dignité, alors, devient comme un rempart, une expérience, un rempart. C'est une source d'interdit. La dignité humaine, la sacralité de la vie humaine est une source d'interdit, l'interdit de tuer, l'interdit de violer, l'interdit de rendre esclave. C'est un peu « retenez-moi ou je fais un malheur ». Je ne le ferai pas en raison de la dignité humaine. Et je me souviens du psychiatre Jean-Louis Terra, professeur de psychiatrie, qui avait co-signé avec Philippe Pozzo di Borgo et moi-même une tribune contre l'euthanasie en disant « Attention, dans la crise suicidaire, les personnes suicidaires ont besoin de ne pas entendre qu'on valide comme une belle sortie, comme un acte de courage, le passage à l'acte. Sinon, elles ne sont pas arrêtées par l'interdit social sur le passage à l'acte suicidaire, dont on sait qu'il provoque des drames pour la personne, mais aussi pour tout son environnement. »
un rempart, et aussi l'interdit de tuer grâce à la dignité comme une libération. Une libération parce que ça autorise la plainte. Je peux dire que j'ai envie de mourir si je sais qu'on ne passera pas à l'acte. Je peux dire que j'ai envie que mon père ou ma mère ou quelqu'un finisse sa vie, que c'est interminable, si je sais qu'on ne passera pas à l'acte. Je peux me plaindre et librement. Et je peux aussi exercer ma créativité. Les soins palliatifs, par exemple, qui sont créatifs et qui sont beaucoup plus compliqués à mettre en place qu'une euthanasie qui serait expéditive. Donc la libération aussi par cette dignité à laquelle je crois. La conscience de la dignité humaine, finalement, résonne comme un appel universel à l'engagement, un engagement humanitaire pour la justice, avec des gestes, avec des mots, avec des regards. Il y a des regards qui tuent, il y a des regards qui font vivre. Faire une toilette avec un regard qui fait vivre n'est pas la même chose que faire une toilette comme si on faisait la toilette à une chose. Voyez. Et donc ça change radicalement aussi le regard que la personne va porter sur elle-même. Filippo Zodi Borgo a pu dire « Approchez-vous de moi, moi l'intouchable », lui qui est tétraplégique, qui a besoin de l'aide d'autrui pour tous ses besoins quotidiens. Hein. Touchez-moi, vous vous réconcilierez avec votre part de vulnérabilité. Voilà l'enjeu, donc parce que cette dignité, elle continue à batailler en nous et dans la société entre ces deux acceptions. En conclusion, je dirais deux remarques. La première remarque, le débat se corse. Non seulement nous devons défendre le caractère ontologique de la dignité, mais nous devons défendre son exclusivité par rapport à l'émergence d'une dignité animale dans la pensée. Voilà. Le pape François, si vous vous intéressez à ses écrits, cite à 25 reprises la dignité dans Laudato Si, 25 fois, c'est pour l'homme. Alors qu'en Suisse, vous avez une loi sur la protection des animaux qui définit la dignité de l'animal comme la valeur propre de l'animal qui doit être respectée par les personnes qui s'en occupent. Si on commence à parler de dignité animale, alors vous avez la pancarte d'une manifestation de l'ADMD, je suis jaloux, non, c'est j'envie mon chien. J'envie mon chien. Parce que le chien, lui, il a droit à l'euthanasie et pas la personne humaine. C'est une question de dignité. Attention, par conséquent, à ne pas dissoudre la dignité en perdant l'exclusivité humaine. Et puis, deuxième remarque, la dignité, ça rime avec humilité. Et j'ai été très touché par la phrase d'une soignante qui disait « Je n'ai jamais vu aucun patient qui ne soit digne d'être soigné, digne d'être aimé ». Donc c'est vraiment face à la dignité humaine, je suis comme dans une contemplation. Proclamer la dignité, bien sûr, ne suffit pas. Eh bien, il faut des actes, et comme le dit cette soignante, il faut des actes d'amour. Alors on va le voir en entendant ce que des soignants disent, peut-être confirment, illustrent, incarnent des propos que j'ai pu tenir et qui montrent qu'il y a un énorme travail qui est fait pour effectivement confirmer aux personnes leur dignité. Ce qu'on entend le plus souvent, c'est la peur de souffrir à l'avenir. C'est la peur d'être dépendant de ses proches. C'est la peur de ne plus être autonome, de ne plus pouvoir s'occuper de soi-même. C'est la peur de ne plus pouvoir faire les activités qu'on aime bien. C'est la peur que la souffrance n'a pas de sens, que c'est quelque chose qui n'aurait pas de sens. C'est la peur qu'on va faire des surtraitements, l'acharnement thérapeutique, ou mettre quelqu'un, par exemple, aux soins intensifs, comme un légume, à une machine, alors que ça n'a plus de sens. Peut-être aussi, est-ce que le fait de demander et d'avoir la demande accueillie apaise dans le sens où les gens ont l'impression de maîtriser quelque chose, de dire voilà, j'ai une porte de sortie, si la souffrance est insoutenable. J'ai pu recevoir certaines demandes d'euthanasie devant lesquelles, de manière très très douce, très humble et très respectueuse, j'osais me permettre de poser parfois des questions un peu frontales du style « Est-ce que vous désirez mourir ou ne plus souffrir ?» Et dans la majeure partie des cas, les personnes demandaient une meilleure qualité de vie plutôt qu'un arrêt de vie. C'est aussi une interpellation parfois, de dire est-ce que tu tiens suffisamment à moi pour me faire changer la vie, ou pour essayer de me faire changer la vie, pour me montrer que la vie que j'ai, elle vaut quand même encore quelque chose. Sylvie souffre d'un cancer pulmonaire et fait une demande d'euthanasie. Son souhait est entendu et pris au sérieux, mais il m'appelle à entrer davantage dans l'histoire de cette personne. Après un long entretien, voici ce qu'elle me dit. Je pèse 33 kilos, je suis un poids pour la société. En plus, mes 2 filles attendent que je meure pour hériter de la maison. Je me suis demandé quelle était la réelle demande de cette patiente. Était-ce « faites-moi mourir » ou bien « montrez-moi que j'ai encore du prix à vos yeux malgré mon sentiment d'inutilité et ma détresse familiale ?» En équipe, nous avons opté pour le deuxième choix.
et pris le temps d'accompagner cette patiente sans refouler sa demande qui s'est neutralisée d'elle-même. Elle est sortie de l'unité de soins palliatifs après 3 mois et s'est réconciliée avec ses 2 filles. Nous accueillons maintenant notre grand témoin, Victor Larger. Bonjour. Bonjour Blanche. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes médecin, gériatre et aussi docteur en philosophie. Vous avez été directeur d'un EHPAD, vous avez aussi coordonné des réseaux de prise en charge de personnes à domicile et en soins palliatifs. Vous êtes aussi très impliqué dans l'enseignement auprès des soignants, en particulier dans les domaines de l'éthique, et actuellement vous exercez en libéral à côté de Dijon. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux livres autour de l'éthique, du soin, de l'accompagnement. Et alors, avant de commencer notre entretien, je voulais vous proposer qu'on regarde ensemble un court témoignage de Colette Romanoff, dont le mari Daniel a été diagnostiqué Alzheimer en 2006. Et Colette l'a accompagnée pas à pas dans cette difficile maladie. Elle aussi a écrit plusieurs livres sur ce sujet et elle a fondé l'association Alzheimer Autrement. Son objectif est de faire rimer Alzheimer et bonheur. Elle a accompagné son mari, Daniel, malade d'Alzheimer, pendant 10 ans. Elle a refusé d'y voir une tragédie. La maladie est diagnostiquée. Les mots commencent à se mélanger. Ça lui est arrivé d'oublier votre prénom? Non, ça lui est arrivé qu'une seule fois parce que je lui avais crié dessus. Colette Romanoff se fait alors la promesse de toujours garder le sourire et de s'adapter. À un moment donné, il ne se reconnaît pas dans la glace, il croit voir un copain, il lui parle, alors comment vas-tu, taratata, et l'autre il répond pas. Ah, et ça commence à l'énerver. Si on lui dit c'est une glace, ce que j'ai essayé de faire, regarde, c'est une glace, il me regarde comme ça, puis il me dit écoute, bon, on va pas se disputer pour ça, mais franchement, moi je vois bien que c'est pas une glace. Donc ce que je fais, je mets un rideau sur la glace, comme ça il voit plus son copain dans la glace. C'est un truc que j'appelle la politique de la disparition. Tout objet qui a un problème doit disparaître, et ça jamais il va être réclamé. Le clan est soudé, mais il faut faire avec le regard des autres. Il y avait souvent des amis qui venaient nous voir et qui tiraient une tête d'enterrement, comme je disais, en disant, oh là là, oh là là, oh là là. Ou alors qui se mettent à lui parler comme ça. Alors, ça va, Daniel? Alors, tu as été au cinéma? Alors que s'il suffisait juste de parler normalement, il ne devait ni sourd ni bête. Hein. Et donc, quand les amis partaient, Daniel disait, bah, dites donc, il me dit, ils ont vieilli, ils n'ont pas l'air bien. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, vous, cette expérience? Et voilà ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui est toujours de bonne humeur. Voilà. Et comme je dis aux gens, vous arrivez à être en relation avec quelqu'un qui a Alzheimer, vous n'avez plus aucun problème de relation avec personne. C'est quand même génial, non? Daniel Romanoff est mort fin 2015. Son mari, Colette, le définit aujourd'hui comme un professeur de bonheur. On sent beaucoup d'émotion dans son regard, on sent qu'elle a vécu quelque chose de vraiment fort, peut-être difficile aussi parfois. Comment vous réagissez quand vous l'entendez dire que son mari a été son professeur de bonheur? Moi, ça me rappelle des expériences que j'ai connues, et en particulier, je me souviens d'une de mes patientes, et je connaissais son mari qui malheureusement avait suivi ce chemin-là. Et elle aimait d'un amour extrêmement profond cet homme-là. C'était des gens très très simples. Et elle l'a accompagné jusqu'au bout. Et elle vivait ça avec une émotion et un véritable bonheur. Et moi, ça m'a vraiment rappelé ça. Moi, ça a été mon entrée dans la connaissance de la maladie d'Alzheimer. Oui, on sent que vous connaissez beaucoup de personnes qui ont été confrontées à cette maladie. Et d'ailleurs, vous avez écrit ce livre « Est-ce que je nous perds quand je me perds ?» Et vous nous aidez avec ce livre que j'ai beaucoup aimé à rentrer dans la peau d'un homme qui est malade d'Alzheimer. Pourquoi vous avez écrit ce livre, en fait ? Je l'ai écrit justement parce que j'ai rencontré effectivement beaucoup de gens. Je suis tombé amoureux d'une certaine manière, si on peut tomber amoureux d'une maladie. Je suis tombé amoureux des gens qui souffraient de cette maladie-là, qui m'ont vraiment beaucoup touché et que je trouvais de façon tout à fait injuste, maltraité parfois parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Donc l'idée, c'était pour moi, comme j'avais eu à fréquenter ces personnes-là, d'aller les connaître d'un petit peu plus près, vraiment les fréquenter, de donner une idée aux personnes qui liraient ce livre,
de ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'il y a vraiment un vécu très profond. Il y a beaucoup de gens qui disent, alors on rencontre ça dans le monde de la médecine, on rencontre ça aussi dans le coma, il n'y a plus rien, c'est vide à l'intérieur. Non, c'est très très plein. Et ce que je voulais montrer, c'est que justement c'était très plein. Et que même quand c'était vide, apparemment, et même pour la personne, c'est-à-dire que souvent elle ne pense pas, elle n'a pas besoin de penser, comme nous quand nous sommes un petit peu en roue libre, quelque part nous ne pensons pas, les événements passent autour de nous, et comme ces personnes qu'on trouve parfois sur un banc, ces vieillards qu'on voit sur un banc appuyer leur canne, qui regardent la vie passer, eh bien même quand c'est comme ça n'est pas vide, c'est extrêmement plein. Dans un autre livre sur l'accompagnement des personnes âgées, vous avez écrit qu'accompagner une personne âgée dépendante, c'est travailler à faire émerger sa dignité. Qu'est-ce que vous entendez par là, faire émerger sa dignité? C'est-à-dire qu'une dignité, la dignité des personnes, c'est quelque chose qui ne vous saute pas à la figure. Sinon, il n'y aurait pas de débat à ce propos. Ça ne vous saute pas immédiatement à la figure. Et puis, il y a des situations dans lesquelles vous éprouvez le dégoût. Et ça, c'est valable pour les soignants aussi. J'ai fait un chapitre dans un autre bouquin sur le dégoût, parce que ça me paraissait important d'en parler aussi, parce qu'on est confronté à des choses qui sont parfois extrêmement pénibles pour nous aussi. Et il faut en parler. Eh bien, il y a un effort à faire pour faire émerger justement ce qui est la dignité de cette personne-là. Et en même temps, ça n'est pas simplement une démarche personnelle, c'est en même temps un soin pour la personne. C'est-à-dire que on va lui donner l'occasion d'être elle-même, de s'exprimer comme elle-même, personnellement, le plus profondément possible, dans sa propre dignité. Faire émerger sa dignité, c'est pour le soignant et pour la personne elle-même. Voilà. C'est un double mouvement. C'est un double mouvement, et justement, ça m'amène à cette question suivante. Vous parlez, c'est très intéressant, de difficultés pour les personnes malades et les aidants d'avoir une relation qui soit vraiment pleinement symétrique, et qui a besoin de resymétrisation de la relation. Alors, c'est des gros thèmes qu'on emploie dans la philosophie du soin. Il y a beaucoup de réflexions avec ça, notamment la lutte contre le paternalisme médical qui occupe beaucoup de gens. Je viens de sortir un petit article sur Internet sur ce sujet-là, parce que ça me paraît important de revenir là-dessus, au sens où l'idée qui est véhiculée, c'est d'établir une symétrie parfaite entre les gens, une égalité. Enfin, le terme, c'est égalité. Moi, j'ai longtemps cherché où on allait trouver une égalité, parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est extrêmement différents, et il faut creuser un petit peu pour comprendre de quoi il s'agit. Et à vrai dire, je suis arrivé à la conclusion que nous partageons tous quelque chose, que nous soyons soignants ou pas, c'est la même condition humaine. Et nous sommes tous dans le même bateau. Et c'est en étant conscients de nous soignants, en étant conscients de ce qui nous touche, que nous pouvons aider la personne. Il faut que chacun, lorsqu'il est professionnel, crée un espace dans lequel il peut s'observer. Un espace intérieur, c'était justement ça auquel vous pensiez. Oui. L'importance pour le soignant et aussi peut-être pour la personne aidante, l'importance de l'espace intérieur. Ça, vous l'évoquez dans un livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement? Alors, cette question de l'espace intérieur m'a profondément interrogé, parce que dans le monde de la médecine ou du soin, on nous demande très souvent, c'est une question psychologique assez classique, de prendre une distance avec les gens. Et lorsque je suis entré en gériatrie et dans les soins palliatifs, même chose, ça m'a heurté. Je me suis posé vraiment des questions avec cette histoire de distance, ça me gênait. Pourquoi j'aurais de la distance? Et dans la gériatrie, c'est étonnant parce qu'on a des personnes qu'on garde longtemps, qu'on garde une vie durant presque, c'est-à-dire jusqu'au bout de leur vie. C'est-à-dire que la relation qu'on entretient avec eux ne peut pas être distante. Il est impossible d'avoir une distance. Ou alors, ça devient insupportable. Insupportable pour les soignants et insupportable pour les personnes qu'on soigne. Elles ont besoin d'une relation, d'une vraie relation. Il y a quelque chose là d'extrêmement fort dans l'investissement affectif. Mais effectivement, il faut une distance. Mais la distance,
elle n'est pas à prendre dans la relation, elle est à prendre en soi. Et il faut apprendre aux professionnels, ça a été le travail que j'ai essayé de mener avec les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, il faut apprendre au personnel à prendre cette distance à l'intérieur de soi, c'est-à-dire à observer ses propres réactions. Lorsqu'un patient meurt, eh ben on peut pleurer. Et c'est normal. Et c'est normal de se sentir mal à ce moment-là. Mais dans le même temps, il faut agir en professionnel. Donc il faut que j'ai cette distance pour observer et qualifier ma réaction et dans le même temps faire le choix de l'action que j'ai à mener ensuite, de l'action professionnelle. Et j'appelle cet espace intérieur le professionnalisme. Voilà. Alors il y a cette question de cette juste distance qui ne doit pas empêcher cette relation d'aller vraiment profondément finalement en humanité entre le soignant, la personne malade, les aidants, les proches, etc. On sait avec la maladie d'Alzheimer en particulier à quel point les repères sont importants, à quel point cette stabilité finalement aussi est importante. Avec votre expérience, est-ce qu'il y a quelques recettes qui peuvent permettre de faire rimer Alzheimer avec bonheur, comme l'évoquait Colette Romanoff? Alors, il y a des recettes qui sont assez générales, préparatoires, déjà, c'est-à-dire dès votre jeunesse, dès votre jeune temps, un petit peu plus tard, d'entretenir des relations sociales, d'avoir une activité culturelle, créer une ambiance qui va nous porter après, quand le temps sera venu de voir les choses partir un petit peu, s'effacer un petit peu. Et puis, il y a des recettes qu'on pourra appliquer par exemple à la présence en EHPAD, qui sont le fait de surtout pas croire que les personnes qui sont atteintes d'une maladie de ce type-là supportent d'être longtemps abandonnées par les leurs. Même sans abandon, d'être longtemps laissées seules ou au milieu d'un EHPAD par exemple. Je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant et très important, c'est justement les rapports au quotidien, c'est les toutes petites choses qu'on fait, le temps qu'on prend les uns avec les autres. C'est les rythmes qui sont importants. Si par contre vous accompagnez la personne à domicile, c'est la même chose, des rythmes, le jeu du soir qu'on va regarder à la télévision, le temps qu'on va prendre à lire un journal, à lire un livre éventuellement ensemble. Et puis pour une personne qui accompagne à domicile une personne qui souffre d'une maladie d'Alzheimer, du temps pour soi aussi, pour se ressourcer, pour faire les choses qu'on a besoin de faire. Et puis pour se former aussi, pour apprendre, parce qu'on doit apprendre à se comporter avec ces personnes. Alors, je vais venir maintenant sur une question qui est assez peut-être difficile, c'est la question du consentement. Quand la personne, en particulier par exemple atteinte d'Alzheimer, eh bien, n'a plus toutes ses facultés de décision, par exemple, ou pour comprendre les différentes situations, et qu'on est amené à vouloir décider des choses à leur place, peut-être par exemple la question du vaccin, très actuelle. Comment en tant que soignant, on peut toujours considérer qu'on a une personne, qu'elle n'a pas perdu son identité finalement profonde, qu'il y a quelque chose qui doit rester de l'ordre vraiment de la relation, comment on respecte finalement un peu l'autonomie de la personne, quand on a l'impression que, eh bien, elle peut avoir perdu un peu de cette capacité à décider. En fait, je dirais deux choses. Je reprendrai la question du temps. Elle est fondamentale. J'ai toujours dit à mes équipes, aux équipes que j'accompagnais, je ne vous en voudrais jamais de vous asseoir à côté d'un résident ou d'une personne que vous soignez. De prendre du temps avec elle. Si je vous trouve en train de fumer, je vais trouver ça très désagréable. Mais par contre, si vous êtes à côté d'elle en train de parler, c'est extrêmement important parce que c'est là que vont émerger les choses. Lorsque vous avez une question de ce type-là, il faut prendre du temps, même chose. Je crois n'avoir jamais fait rentrer personne dans un EHPAD sans qu'il soit d'accord. Ça demande du temps. Il faut parfois 1, 2 ou 3 rendez-vous.
il faut laisser la personne parler, raconter ses angoisses ou ses difficultés ou ses peines ou ses bonheurs ou ses désirs, et puis soi-même expliquer tranquillement la situation et attendre. Je voudrais vous poser aussi une question sur la douleur existentielle, parce qu'on sait qu'il existe des échelles de douleur physique, hein, ça c'est pas toujours facile, mais en tout cas on peut essayer de comprendre la douleur que peut vivre une personne, une douleur physique, mais par contre les douleurs, les angoisses existentielles, ça c'est beaucoup plus difficile à comprendre, à appréhender, mais aussi à apaiser. Comment vous pensez que on peut accompagner ce qu'on peut appeler les besoins de l'âme finalement, quand les besoins du corps, parce que c'est quelque chose qu'on va aborder dans cette séquence, le corps est bien pris, on prend bien soin des besoins du corps, mais il y a ces besoins de l'âme. Comment accompagner au mieux Je vais vous raconter l'histoire d'une dame. En fait, je m'étais rendu compte que dans cette EHPAD-là, il y avait des clans. Et j'avais inventé un petit truc que j'appelais les petites conférences du docteur Larger. Je leur faisais des conférences avec un vrai contenu, avec beaucoup d'images, un vrai contenu, puis on terminait avec un thé un peu select, et tout le monde devait être là. Je demandais à ce que tout le monde soit là. Ce n'était pas un grand EHPAD, à ce que tout le monde soit là. Les personnes qui se croyaient supérieures parce qu'elles avaient encore à peu près leur tête qui fonctionnait normalement, et puis des personnes qu'elles dénigraient parce qu'elles avaient une maladie d'Alzheimer. Je groupais tout le monde. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que tout le personnel me disait après, pendant une semaine, c'est incroyable, ils vont mieux. Les personnes qui souffraient d'une maladie d'Alzheimer. Et cette dame, un jour, à la sortie d'une de ces conférences, je discutais avec une autre personne, tournait autour de moi, je me disais, tiens, il y a quelque chose, elle va me dire. Donc je me suis un tout petit peu écarté de l'autre, et elle est venue vers moi, elle m'a pris le bras, elle m'a dit, je te retrouve. Et puis elle est partie. Ce qu'il voulait dire, et c'est ça qu'il faut entendre, on était bien ensemble, il faut qu'on recommence. Et puis moi je me sens mieux là. Et moi, voilà, il y a des choses extrêmement profondes qui se passent comme ça. Pour terminer, Victor Larger, est-ce que vous pourriez nous partager ce que vous avez compris au fond de la dignité humaine? Qu'est-ce que vous avez envie de nous donner finalement comme conclusion, voilà, de notre entretien? Voilà. La dignité, je vous en ai parlé un tout petit coup en vous disant qu'il fallait la faire émerger, et vous avez compris que en fait c'est quelque chose qui n'est pas évident. Chez les Romains, la dignité, c'est le mérite. Il est digne, cet empereur ou ce général romain pour qui on fait un triomphe. Et aujourd'hui, la question de la dignité la chope sur cette idée-là. C'est quel mérite j'ai pour être digne, et quel mérite je n'ai pas pour être indigne. Et la vraie dignité, on ne peut pas la rechercher à cet endroit-là. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inconditionnalité dans la dignité. Il n'y a que si je reconnais l'autre dans son inconditionnalité, sans condition, que je peux être juste. Et la vraie question, c'est celle de la justice là derrière. La dignité que je reconnais à l'autre, en tant que soignant, mais en tant que personne, je peux chercher à faire émerger chez mon interlocuteur, elle se vit dans cette inconditionnalité qui est la vraie justice entre nous, et la vraie égalité ou l'asymétrie dont on parlait tout à l'heure. Merci beaucoup, Dr Larger, pour tout ce que vous nous avez partagé, ces anecdotes. Et on a l'impression que les visages vous viennent à l'esprit quand vous nous partagez tout ça. Et oui, je les ai vraiment aimés, ces personnes, oui. Ça se sent. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons terminer en beauté avec le philosophe Martin Steffens, qui donnera la petite touche finale à ce cycle de formation. Les besoins de l'âme. Mais pourquoi en parler ? Pour mieux comprendre, je vous propose un petit détour. 1943. Le Conseil national de la résistance souhaite réfléchir à ce que pourrait être la constitution de la France libérée et demande à la philosophe Simone Weil, engagée à ce moment-là dans la France libre à Londres, de réfléchir à la nouvelle déclaration des droits de l'homme. Le thème qu'on lui a proposé était les droits sacrés de la personne. Simone Weil travaille 3 mois sans relâche. Rebelle, elle ne travaille pas sur les droits, mais sur les devoirs. Et elle produit un texte qui est un chef-d'œuvre et qu'elle intitule «
prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain. Elle meurt 4 mois plus tard, elle n'avait que 34 ans. Son texte est publié sous l'impulsion d'Albert Camus sous le titre « L'enracinement ». Selon la philosophe, ce qui est sacré en l'homme, c'est non pas le droit qu'il se revendique, mais son aptitude à se renoncer pour l'autre. Elle explique que la notion d'obligation prime celle de droit, qui lui est subordonnée et relative. Au fond, un droit n'est pas efficace en lui-même, mais seulement par l'obligation à laquelle il correspond. Finalement, pour que j'aie des droits, il faut d'abord que quelqu'un se reconnaisse des obligations envers moi. Et donc le devoir est premier. L'objet de cette obligation dont parle justement Simone Weil, ce sont les besoins de l'homme. Et ces besoins fondamentaux de l'homme sont ceux du corps et ceux de l'âme, sans la satisfaction desquels l'humanité d'un homme est peu à peu détruite. Voilà pourquoi nous ne pouvions pas oublier dans cette formation sur la dignité ces besoins essentiels que sont les besoins de l'âme. Et nous avons confié à Martin Stephens, grand penseur et grand spécialiste de Simone Weil aussi, cet enseignement. Martin Stephens. Les besoins de l'âme, clé de la dignité. Pour entrer dans cet intitulé, je vais partir du mot « clé ». Vous remarquerez qu'une clé a ceci de particulier qu'il y en a une pour chaque porte et que c'est un objet extrêmement travaillé, extrêmement subtil. Autrement dit, pour nourrir le besoin humain de dignité, il ne faut pas d'un grand coup de pied dans la porte. Il faut de quelque chose de beaucoup plus subtil, de quelque chose qui fasse droit aux besoins de dignité propres à chaque homme et qui se donne d'une façon particulière selon qu'on a affaire à telle ou telle personne. Et c'est pourquoi nourrir le besoin de dignité doit passer par le fait qu'on prenne soin non seulement des besoins du corps, et c'est évident que nous ne pouvons pas respecter quelqu'un si nous ignorons les besoins de son corps, mais il faut aussi avoir de l'égard vis-à-vis des besoins de son âme. On a envie de se contenter des besoins du corps, sans doute parce qu'ils sont le plus évidents, sans doute parce que les satisfaire, c'est manifester de façon claire et assez évidente, en effet, que nous avons égard à la dignité de l'autre. Prenons le vêtement, prenons le logement, prenons la nourriture, 3 choses dont tout homme, toute femme, tout enfant a besoin et que toute chose qui, par là même, nous oblige évidemment. Mais ça ne suffit sans doute pas. Pour vous le montrer, je vais vous lire un petit témoignage que je cite moi-même dans un de mes livres, L'éternité reçue, que je cite en note, une petite note un peu discrète, et qui raconte l'histoire de quelqu'un qui m'est proche, puisque c'est l'histoire de ma maman, et qui raconte comment est née sa vocation d'assistante sociale, de visiteuse de prison, de militant à ATD Carmonde. Elle écrit ceci. C'était pour un petit bulletin paroissial de rien du tout, mais sur lequel j'étais tombé et j'avais été touché par ce témoignage. Quand j'avais 7 ans, écrit-elle, mes parents m'ont envoyé donner le pain que nous avions en trop à une famille pauvre dont la petite fille était en classe avec moi. J'ai obéi à ma mère, mais ce jour-là, j'ai désobéi au respect dû à tout homme, ce respect qui appelle le silence et la distance. Je me vois devant la porte de cette trop misérable demeure. La petite fille est là, devant moi. Elle prend le pain que je lui tends, elle me regarde, puis elle baisse les yeux. Elle a honte. Cette honte est venue en moi comme une blessure, et je savais qu'il fallait que jamais elle ne guérisse. Un profond retournement s'est opéré en moi. L'autre être humain est devenu ce jour-là celui que je peux blesser. Celui qu'il faut écouter si on veut le servir. Celui qu'il faut écouter si on veut le servir. Et l'on voit bien en effet que nourrir le besoin du corps ne saurait être suffisant, qu'on peut même le faire de façon blessante. Je pense à ce mot de saint Vincent de Paul qui accueillait une nouvelle recrue qui était là pour servir les pauvres. Et il disait, quand tu sers un pauvre, sers toujours quelqu'un qui est comme ton roi. Quelqu'un qui ait un maximum en effet d'égard et de respect, car c'est par là que tu te feras
pardonner l'aide que tu lui apportes, se faire pardonner l'aide qu'on apporte à autrui. Il y aurait donc des besoins propres à l'homme qui indiquent quelque chose qui est au-delà du corps. Et on le sent bien avec notre expérience de confinement, puisque nous avons pour la plupart manqué de rien, été au chaud et eu de la nourriture, mais on nous a enlevé pour beaucoup la relation. Et sans la relation, il manque évidemment quelque chose. Il nous a été enlevé, qu'on le veuille ou non, quelque chose comme la joie. La joie qui est sans doute un besoin fondamental de l'âme. Et je remarquais récemment qu'on voit dans l'industrie cinématographique revenir des films de zombies. Chose étonnante, mais c'est qu'il y a bel et bien en nous une peur d'être évidemment en vie, nos besoins du corps sont satisfaits, mais d'avoir au passage perdu notre âme. Qu'est-ce qu'un zombie? C'est un corps sans âme, c'est une vie de mort-vivant, une vie dont on n'aurait pas nourri les besoins fondamentaux de l'âme. Alors quand on parle de besoin de l'âme, quand on parle de l'âme, on a l'impression qu'on va tomber dans quelque chose d'un peu vaporeux. Et par rapport à cette notion de besoin de l'âme, on pourrait faire 3 objections. D'abord, en effet, que c'est un peu nuageux. Si on traduit l'âme par psyché, pour moi, quand j'entends psyché, j'entends pscht. On a l'impression que l'âme est un spray, quelque chose qu'on ajoute sur le corps pour nous raconter que nous ne sommes pas que des corps. Or, en réalité, c'est très concret, l'âme, et parce que sont très concrets les besoins de l'âme, besoin de relation, besoin de respect, besoin de liberté. C'est Simone Weil qui, dans l'enracinement, a intitulé son premier chapitre « Les besoins de l'âme », et on voit qu'elle fait une analyse très rigoureuse, très rationnelle des différents besoins de notre âme. Il y a évidemment les besoins du corps qui ont faim, mais il y a aussi les besoins de l'âme, et cette faim mérite d'être entendue tout autant. Et en effet, de la même façon que vous pouvez faire une analyse sanguine et voir ce dont vous manquez, eh bien Simone Weil, dans ce texte que je vous conseille absolument, Les besoins de l'âme, eh bien propose comme une analyse de l'âme et de ses besoins. On pourrait faire cette autre objection de dire mais finalement l'âme ce serait que du psychisme, c'est-à-dire c'est simplement la duplication, on pourrait dire, de notre corps dans notre mémoire, bref tout ce qui fait l'inconscient qu'a analysé Freud. En réalité, les besoins de l'âme sont des besoins qui, par rapport à notre psychisme, qui est particulier, qui est lié à notre enfance, etc., sont des besoins absolument universels. Et là encore, je vous renvoie humblement au texte de Simone Weil. Dans chaque besoin de l'âme, je suis absolument certain que vous vous reconnaîtrez. Enfin, dernière objection, on pourrait dire, mais quand même, penser les besoins de l'âme, c'est oublier que nous sommes d'abord un corps. En réalité, pas du tout, puisque le respect de tel ou tel besoin de l'âme doit être effectif, nous dit Simone Weil, doit être concret. Et en effet, vous ne pouvez pas parler de nourrir le besoin, par exemple, d'égalité, si vous ne manifestez pas du respect, par exemple, à telle ou telle personne pour lui montrer que sa vie ou sa fonction ou sa tâche a pleinement sa place dans une organisation. Bref, les besoins de l'âme passent évidemment par la nourriture et se manifestent par la nourriture des besoins du corps. Donc les besoins de l'âme sont, à mon avis, des besoins absolument réels, des besoins qui indiquent en nous une faim. Une faim, c'est ce creux en nous qui crie et qui oblige l'autre, ou qui m'oblige moi quand j'entends qu'il y a en l'autre ce creux qui crie et qui dit « il y a tel ou tel besoin de mon âme qui n'est pas absolument nourri. » Finalement, si nous sommes là, les uns et les autres, à écouter mon propos et moi à le prononcer, c'est que nous avons été nourris dans notre faim. C'est que quelqu'un a répondu quand, petit, nous crions et que nous avions faim. Et ce qui fait que nous sommes pleinement humains, c'est cette capacité à accourir auprès de l'autre pour nourrir sa faim physique et sa faim spirituelle. Il y a sans doute 2 types de violence. La violence manifeste, la violence est un rapport sans relation, j'agresse quelqu'un, je le frappe, etc. Mais il y a un autre type de violence, une autre espèce de violence qui n'est pas moins grave à mon avis, c'est de ne pas
nourrir tout le besoin que quelqu'un nous manifesterait, par exemple vis-à-vis de nos élèves. Il y a, un enfant arrive, il a une curiosité extraordinaire, un appétit d'apprendre, un appétit de comprendre et d'offrir, parce que l'homme n'est jamais qu'un primate évolué, eh bien de n'offrir finalement à cet enfant que les moyens de s'adapter plus ou moins au monde qui sera le sien. Il y a, quand on nie les besoins fondamentaux de l'âme, il y a une violence, il y a une méprise sur l'homme qui confine au mépris de l'homme. Mais je ne vais pas conclure sur cette violence d'un besoin qui n'est pas entendu, d'une faim qui n'est pas nourrie, parce qu'on la trouve trop abstraite alors qu'elle est bel et bien réelle. Ces besoins de l'âme sont une évidence. Je vais conclure sur quelque chose de bien plus heureux, sur l'éloge de la cuisine. C'est Étienne Gilson qui disait ceci: « Tous les pays mangent, besoin du corps, mais peu ont une cuisine. Cuisiner n'est pas, comme on dit, faire à manger, dit Étienne Gilson, célèbre thomiste. Cuisiner, c'est introduire l'intelligence jusque dans les sensations gustatives. Introduire l'intelligence jusque dans les sensations gustatives. Et le frère Jean-Marie Guelette disait, en gros, c'est introduire la joie dans le plaisir, c'est introduire le sens dans le sensible. On pourrait dire, pour ce qui nous concerne, cuisiner, c'est introduire un besoin de l'âme dans les besoins du corps. Les besoins de l'âme sont nombreux, souvent question d'équilibre. Il y a la vérité, la liberté d'expression, la responsabilité, la solitude et l'intimité, mais aussi la vie sociale, la propriété personnelle, mais aussi collective, la participation à une tâche commune et le besoin d'initiative personnelle dans cette participation. L'âme a besoin de sécurité et de risque. Nous avons entendu au cours de tous ces riches enseignements que nous avons eus de Joseph Touvenel sur le travail et le repos, dans le témoignage de Lazare, de Philippe Pozzo di Borgo, mais aussi dans l'écoute avec Caroline, dans l'accompagnement de fin de vie, dans l'objection de conscience, dans la dignité incarnée. Toutes ces questions finalement relèvent aussi des besoins de l'âme. On voit que écouter, travailler, se reposer, avoir des relations amoureuses, des relations d'amitié, créer même, tout cela dépasse le champ des besoins matériels, ce sont les besoins de l'âme. Ni un attribut, ni une faculté, unie à un corps et l'animant, elle est la personne même. L'âme est au fond la marque indélébile de l'unicité de chaque personne humaine, de la première cellule au dernier souffle. Elle lui assure une unité et par là même une dignité, une valeur en tant qu'être. Le critère qui permet de reconnaître que les besoins des êtres humains sont satisfaits, eh bien c'est un épanouissement de fraternité, de joie, de beauté aussi et de bonheur. Et nous arrivons au terme de notre formation. Voilà, nous aurons ouvert grand cette porte. Quelle dignité! Nous en avons approché, je crois, le mystère. Je remercie bien sûr tous les organisateurs et tout le réseau d'Alliance Vita qui avaient permis, bien sûr, que nous vivions cela tous ensemble. Vraiment un grand bravo à tous. Au moment où je vous parle, nous étions déjà 5300 participants en France et presque 6000 avec l'étranger, puisque une centaine d'UDV se tiennent à l'étranger dans 17 pays. Un immense merci à toute la formidable équipe technique et créative, Quentin, Rémi, Capucine, Chris et Guilhem, et toute l'équipe d'Alliance Vita se joint à moi pour vous remercier de votre attention et de votre fidélité. Nous sommes vraiment très heureux d'être au service de quelque chose de plus grand que nous et d'œuvrer à notre humble mesure à participer à cette bonne nouvelle de la vie, toujours plus à comprendre, à défendre, à protéger, à servir aussi, mais aussi à embellir et à faire rayonner. À bientôt. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це? Чи ні? Усмішка твоя єдина. Мука твоя єдина.
Очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди. Добре, ласкаві, злі. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи. І жити, спішити треба. Коханий, спішити треба. Глядиш, не проспи. Бо ви на землі людина. І хочете цього чи ні? Усмішка ваша єдина. Мука ваша єдина. Очі ваші одні.